Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 210e briefing. Donc, vous remercie comme toujours de votre fidélité, d'être toujours nombreux à nous suivre en direct, mais aussi sur YouTube ensuite. Donc, n'hésitez pas à d'ailleurs faire passer le lien aux gens qui pourraient être intéressés. On est toujours content que les efforts d'Arnaud et d'Igor soient récompensés par une large audience. Voilà, et donc pour porter la bonne parole. Voilà, donc encore une fois cette semaine, tout va reposer sur les larges épaules d'Arnaud, puisqu'Igor continue son périple dans l'océan Indien pour se renseigner sur l'état des diverses marines du monde, je suppose, peut-être même sous-marines, s'il y a un peu de plongée au Il est en train de programme. couper des câbles sous-marins, je crois. Les caves sous-marins, voilà. Mais bon, il sera là la semaine prochaine, contrairement à moi-même qui ne serai pas là. Voilà, et donc on retrouverait un duo de choc la semaine prochaine avec Arnaud et Igor. Donc Arnaud, cette semaine a été chargée en pleine de choses diverses. J'imagine il y aura notamment des réactions au fameux débat que tout le monde attendait, Trump-Paris. Est-ce qu'il y a eu des échos ici? Est-ce qu'il y a un petit peu d'influence? Est-ce que tu en avais un petit peu parlé, mais la prise de position de Poutine en faveur de Kamala Harris qui surprenait un petit peu, bon, est-ce que c'était de l'humour complètement ou pas? Enfin voilà, je pense qu'il y aura peut-être différentes questions sur ce sujet-là, mais comme d'habitude, tu vas commencer, j'imagine, avec l'économie et la politique intérieure. Absolument. Merci, Président, et bonjour à tous. Une actualité assez fournie, effectivement, avec d'abord les cours du pétrole. C'est un sujet récurrent et important en Russie. Les autorités russes suivent ces chiffres, les surveillent comme le lait sur le feu. Or, les cours du pétrole ces derniers jours se sont effrités. Le Brent est passé brièvement sous le seuil des 70 dollars le baril, alors qu'il était à 80, 85 au début de l'été. Les prix de la catégorie Urals seraient autour de 60 en ce moment, c'est-à-dire à peu près au niveau du fameux price cap adopté par le G7. Contre 69 au mois d'août, d'après les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, il n'y a pas de mouvement de panique, hein, que les choses soient claires. On n'est pas du tout dans la même situation qu'en mars 2020, au début du Covid. On s'en souvient, la conjonction des confinements décrétés dans le monde entier et des décisions malheureuses de la Russie avec l'OPEP avait abouti à un baril à autour de 10-12 dollars. On n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, je rappelle que le chiffre le plus important du point de vue des autorités russes, c'est 6400 roubles par baril. C'est ce qui est intégré dans le budget fédéral. Et aujourd'hui, compte tenu du cours du pétrole et du niveau du dollar, malgré cet effritement, la Russie reste dans les clous budgétaires. Elle l'était déjà depuis le début de l'année. Ça m'amène à ma deuxième information relative au déficit du budget fédéral russe, qui est sur les 7 premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à fin juillet, limité à 0,2%. Ce qui laisse effectivement songeur, ce qui pourrait sans doute faire rêver notre cher ministre de l'économie sortant, Monsieur Le Maire, démissionnaire, qui avait l'air très content de lui lors de son pot de départ. Euh, Toujours parmi les chiffres, euh, 87 milliards d'excédents commercial toujours sur les 7 premiers mois de l'année. En revanche, la Russie s'attend à des rentrées d'exportation liées aux exportations agricoles et de blé en particulier, en recul cette année par rapport à l'année dernière, résultat d'une contraction des prix mondiaux et des volumes vendus à l'étranger. Autre sujet d'inquiétude, alors qui est plus que conjoncturel, là, ça renvoie à un problème de fond, un problème que manifestement les autorités russes n'arrivent pas à traiter, et ce depuis fort longtemps. Ce sont les constructions navales. Vladimir Poutine s'y est intéressé dès 2007. À l'époque, la mode était, et la tendance était à la constitution de grandes holdings publiques. Alors, il y a eu des success stories, comme on dit en bon français, je pense à Rosatom en particulier. Il y a eu des succès beaucoup plus mitigés avec OAK, l'Union
des avionneurs, et puis OSK qui s'inscrivait dans cette démarche finalement de placement sous tutelle de l'État de l'ensemble des actifs de cette filière. Eh bien, OSK, à l'évidence, c'est un échec. OSK, donc cette holding publique de construction navale, les choses ne vont pas bien et sa gestion a été confiée à VTB. VTB qui estime le déficit à l'horizon 2030 à 10 milliards, l'équivalent de 10 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire que VTB ne pense pas pouvoir redresser la barre, sans mauvais jeu de mots, d'ici 2030. Alors les problèmes sont bien connus. Il y a d'abord un déséquilibre flagrant en faveur des constructions navales militaires, les problèmes étant surtout concentrés dans le volet civil, alors même que les besoins aujourd'hui sont précisément dans le secteur civil. La Russie, il faut le dire, a privilégié la facilité en achetant, soit sur étagère, des méthaniers, des tankers, souvent au Japon, souvent en Corée du Sud, qui font effectivement des bâtiments de première qualité et à des prix évidemment très concurrentiels. Mais ce faisant, la Russie a évidemment obéré sa stratégie eh bien, de reconstruction de ces chantiers navals civils. Or, aujourd'hui, en raison des sanctions occidentales, eh bien, il devient de plus en plus difficile de, de s'approvisionner à l'étranger et les besoins, eux, sont là en revanche, parce que ce soit dans l'Arctique ou en Extrême-Orient, eh bien, certains grands projets de production d'hydrocarbures en particulier, mais pas seulement, sont en cours de réalisation, sont même à maturité pour certains. Et donc la Russie a besoin d'une flotte euh, euh, opérationnelle. Or, aujourd'hui, on le voit très bien pour le GNL par exemple, il y a un goulot d'étranglement technologique. La Russie a besoin de méthaniers brise-glace. Elle ne sait pas les construire. Et elle ne peut plus les acheter en Corée du Sud, alors même qu'il y en a 4 qui sont prêts à être livrés, mais en raison des sanctions, Séoul n'a pas franchi le pas. Donc, cette question des constructions navales, en particulier civiles, c'est un grand sujet stratégique non résolu. Beaucoup d'argent a déjà été investi de façon un peu chaotique. Et le plus probable, c'est que l'État russe doive de nouveau mettre la main à la poche dans les années qui viennent. Pardon si je m'interromps, mais est-ce que, en dehors de la question purement financière, il y a les capacités techniques? Parce que je crois qu'il y avait toujours des gros problèmes de bassins, de construction et choses comme ça. Il y a deux sortes de problèmes, au moins. Il y a effectivement, sur certains segments très précis, je pense aux méthaniers brise-glace, la question des membranes. D'ailleurs, c'est une technologie française, hein. C'était un groupe français qui fournissait ça à Novatec, pour ne pas le citer. Aujourd'hui, évidemment, c'est problématique. Et puis, il y a la question de la main-d'œuvre. Question de la main-d'œuvre, parce que, il y a une concurrence très forte aujourd'hui sur le marché du travail en Russie, entre d'une part le ministère de la Défense, qui a besoin de soldats, qui a besoin d'ouvriers pour les usines. Alors quand je dis ministère de la Défense, j'inclus Rostec évidemment, hein. Et puis les autres secteurs d'activité. Et donc OSK a un grand projet de chantier naval à Vladivostok, évalué à près de 5 milliards d'euros. Ça fait sens. Ça irait compléter un autre grand chantier naval qui a vu le jour, qui n'est pas encore pleinement opérationnel, mais qui commence à construire des bâtiments, le chantier Zvezda. Sauf que recruter plusieurs milliers d'ingénieurs, de soudeurs en Extrême-Orient, ça devient compliqué. Et c'est compliqué. Donc, nous verrons, si Dieu nous prête vie, à l'horizon 2030, si OSK a réussi son pari ou pas. Autre nouvelle dans le domaine économique, pour faire écho à ce que je disais la semaine dernière à propos des échanges commerciaux russo-chinois, j'évoquais les difficultés liées au paiement, certaines banques chinoises, même de très nombreuses banques chinoises, refusant désormais toute transaction avec des entreprises russes. On voit que malgré tout, le commerce bilatéral continue à croître, alors de façon modeste, mais sur les 8 premiers mois de l'année, il a
augmenté de près de 2%. En revanche, ce que l'on observe, c'est effectivement une légère contraction au mois d'août de 1% des exportations russes vers la Chine, contraction qui est très vraisemblablement liée au problème que j'évoquais la semaine dernière de paiement. Si on prend un peu de hauteur maintenant, si l'on essaie d'avoir une vision d'ensemble de l'économie russe, quelques mots des prévisions du ministère de l'économie. J'ai parlé la semaine dernière des attentes et des constatations du ministère des Finances. J'ai parlé des scénarios de la Banque centrale. C'est au tour donc du ministère de l'économie de dévoiler ces chiffres. Alors, chiffres à court terme pour 2024. On y voit désormais un peu plus clair. Et puis, un horizon triennal jusqu'en 2027. Que prévoit et que constate le ministère de l'économie pour 2024? 3,9% de croissance, c'est la même prévision que la Banque centrale et que le ministère des Finances, donc c'est très robuste. Une inflation en revanche plus élevée que prévu, 7,2%. Des salaires réels, c'est-à-dire hors inflation, à plus 9%. Et à la fin de l'année, un dollar à 91 roubles. Pour la suite, euh, euh, une croissance de 2,5 l'année prochaine, 2,6 en 2026. Donc c'est effectivement un ralentissement, mais je ne suis pas certain qu'on puisse, comme l'a fait l'AFP aujourd'hui, parler d'une menace de stagflation en Russie à 2,5% de croissance. On n'est pas dans une stagnation. Si ça se confirme, bien sûr. Donc une trajectoire qui est celle d'un ralentissement également de l'inflation, qui est attendue à 4,5% l'année prochaine, mais qui n'est pas un scénario de récession à horizon d'un an, 2 ans ou 3 ans. J'en viens maintenant aux questions de politique intérieure, questions relatives à la société russe, avec quelques mots rapidement sur les élections qui ont eu lieu en fin de semaine dernière. Sur 3 jours, il y avait de très nombreux scrutins. J'en avais parlé, des scrutins de gouverneurs, donc les présidents de région ou les chefs de république. Là, il n'y a eu aucune surprise avec la réélection ou l'élection des candidats promus par le pouvoir, avec cependant un petit bémol pour le gouverneur de Saint-Pétersbourg, qui était plutôt mal élu, enfin mal élu 59%, mais bien moins enfin, élu plus mal élu plutôt que ses confrères, ce qui dénote, même dans le système russe, et avec ses réalités, une forme d'insatisfaction malgré tout de la population de la capitale du Nord. En tout cas, ce genre de signaux est généralement relevé par les personnes qui suivent la politique, notamment au Kremlin. Il y a eu par ailleurs des élections dans les assemblées municipales, les assemblées régionales, et là on voit s'esquisser une tendance qui est celle d'un affaissement du Parti communiste et à l'inverse alors montée en puissance, c'est peut-être une exagération, mais en tout cas une affirmation de cette nouvelle formation politique, les gens nouveaux, Novoye Ludzie, qui, je le rappelle, disposent d'une représentation à la Douma d'État, mais qui agrège finalement l'aile la plus libérale, entre guillemets, ou la plus ouverte dans le système politique russe tel qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu une seule véritable surprise, c'est une élection municipale dans la localité de Bratsk, en Sibérie, où le candidat du pouvoir, qui était très impopulaire, a été battu de façon spectaculaire. Oui, enfin, sauf que son opposant est du même parti. Exactement. Donc, ça n'a pas fait trembler le pouvoir, quoi. Certainement pas. Mais généralement, quand il y a un personnage aussi, enfin voilà, qui pose problème, on l'enlève à temps. La question n'est pas tranchée dans les urnes. Autre nouvelle politique, la condamnation par contumace d'Ilya Ponomariov à 10 années de détention. En 2 mots, qui est ce monsieur? C'était un député à la Douma d'État. C'est le seul qui avait refusé de soutenir l'annexion de la Crimée en 2014. Il s'est réfugié en Ukraine en 2015. Ukraine dont il a pris
nationalité récemment et il s'était distingué ces dernières semaines en indiquant être prêt à diriger une administration russe sur les territoires conquis par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Euh, un décès maintenant, Nikolai Svanidze, un journaliste bien connu en Russie, une figure du journalisme, notamment télévisuel des années 90 et du début des années 2000, une figure de la mouvance libérale. Et il figurait dans le documentaire que j'ai signalé l'année dernière. Il faisait partie de ces personnalités qui commentaient les actuels politiques des années 90. Et enfin, les avocats, trois d'entre eux en tout cas, des avocats d'Alexei Navalny, qui sont jugés depuis aujourd'hui. Ils avaient été arrêtés en octobre dernier, placés sur la liste des extrémistes, je cite. Ils encourent jusqu'à 6 années de détention pour avoir, selon le parquet général, transmis des infos à Alexei Navalny lorsque ce dernier était en prison, informations qui étaient de nature, toujours selon le parquet général, à alimenter l'activité extrémiste de M. Navalny. J'en viens maintenant aux questions de politique étrangère et de diplomatie. C'est sans doute le chapitre le plus fourni de l'actualité de cette semaine. Avec tout d'abord des mouvements, des déclarations, enfin on sent qu'il y a des frémissements, diront certains, autour de la thématique de la paix en Ukraine ou de la guerre en Ukraine. En tout cas, on voit se multiplier les déclarations, les initiatives sur des plans de paix. Le chancelier Scholz, par exemple, en Allemagne, a dit travailler à un plan de paix. Alors, c'est intéressant parce que ce n'était évidemment pas la ligne politique de Berlin jusqu'à présent. Est-ce que c'est lié, comme le pensent certains, aux réalités électorales, notamment en Allemagne de l'Est, ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental? On verra. Il y a par ailleurs, et Igor et moi-même en avions parlé, un plan de paix élaboré par la Chine et le Brésil, qui a été très vivement critiqué, et c'est intéressant aussi, par M. Zelensky aujourd'hui même, hein, qu'il a qualifié de destructeur. Euh, c'est intéressant parce que la Chine et le Brésil pèsent évidemment parmi les BRICS et au-delà dans le sud global. C'est intéressant aussi parce que, d'après certaines informations, le président ukrainien devrait rencontrer le président chinois courant octobre. Le président ukrainien qui semble, parmi les États du Sud global, miser plutôt sur l'Inde. Et il aurait proposé au Premier ministre Modi d'organiser sur le territoire indien le prochain sommet de la paix sur l'Ukraine. Euh, euh, que voit-on par ailleurs? J'y reviendrai un peu plus tard. Il y a également des visites de responsables occidentaux à Kiev. Aujourd'hui même, le secrétaire d'État Blinken, accompagné de son homologue britannique, qui sont allés rendre visite au président ukrainien. Alors j'y reviendrai en lien avec l'histoire des missiles à longue portée, mais si l'on en croit le Wall Street Journal, euh, euh, au-delà des annonces officielles, il y aurait des messages qui seraient en train d'être délivrés à la direction ukrainienne sur la nécessité de trouver un plan B, en tout cas quelque chose de plus réaliste que ce qui a été jusqu'à présent proclamé et souhaité par la direction ukrainienne. Je rappelle qu'officiellement, une victoire ukrainienne, ce serait la libération de l'ensemble du territoire national. Il semblerait que plus personne en Occident, parmi les soutiens de l'Ukraine, n'y croit, et ça devient problématique. Mais je reviendrai sur la question des missiles un peu plus tard. Côté russe, et ça nous ramène au sud global, ça nous ramène au BRICS, il y a aujourd'hui à Saint-Pétersbourg une rencontre importante des représentants des BRICS en charge des questions de sécurité nationale. Côté russe, c'est désormais M. Shoigu. Il y avait le responsable chinois, le responsable indien, bien sûr, et Vladimir Poutine s'est déplacé pour leur parler. Il a eu un aparté, semble-t-il, avec le représentant chinois. Quelques mots sur un sujet qui, comme la semaine dernière,
est resté un peu confidentiel dans la presse occidentale. Comme la semaine dernière, il a trait au Caucase du Sud. Il y a des bisbilles en ce moment entre la Russie et l'Abkhazie. L'Abkhazie, qui est cette province de Géorgie, qui a fait sécession, alors qui, d'abord en 1993-94, lors d'un conflit assez sanglant, et son indépendance a été reconnue en 2008 par la Russie et quatre autres États, donc le Nicaragua, la Corée du Nord et la Syrie, si ma mémoire est bonne. Eh bien, depuis quelques semaines, on observe des tensions qui sont désormais publiques entre la Russie et les autorités indépendantistes de Souroumi. Il semblerait que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un projet de loi euh, relatif à l'impossibilité faite aux étrangers, donc aux Russes, d'acheter des biens immobiliers en Abkhazie. Les Abkhazes sont inquiets de perdre finalement, d'abord de devenir minoritaires, de perdre une partie de leur littoral. Les Russes considèrent que c'est déloyal, que les Abkhazes ne jouent pas le jeu, alors même qu'ils dépendent pour leur survie et même pour leur subsistance des subsides venant de Moscou. Et donc Moscou a coupé le robinet des aides sociales, notamment, jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà un petit signal dont je parle. C'est pas un sujet majeur, c'est évidemment moins important que le sommet des BRICS de Kazan. Mais comme personne d'autre, à ma connaissance en tout cas, n'en a parlé dans la presse française, je me permets d'attirer votre attention sur ce sujet. Autre visite significative de mon point de vue, parce qu'elle révèle une tendance, c'est celle du Premier ministre Michoustine en Ouzbékistan, dans le cadre de la commission intergouvernementale russo-ouzbek. Pourquoi c'est important et significatif? Parce qu'on voit depuis 2022, mais en réalité depuis le décès du précédent président ouzbek Karimov et l'arrivée au pouvoir de M. Mirziyoyev, une revitalisation des relations bilatérales qui prennent une ampleur nouvelle, 10 milliards de commerce bilatéral en 2023. L'objectif, c'est de tripler à l'horizon 2030, on verra, mais il se passe des choses. Et si l'Ouzbékistan devient intéressant, et on le sait, on l'a vu pour les Occidentaux, pour la France en particulier, c'est également le cas pour la Russie. La Russie qui d'ailleurs vend de plus en plus de gaz à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan fait partie de ces petites béquilles censées permettre à Gazprom de combler le trou béant de ses ventes en Europe occidentale. Deux derniers points. D'abord, les manœuvres Océan 2024, qui sont des exercices navals les plus importants conduits depuis la fin de la guerre froide ou de la première guerre froide par la Russie, avec plusieurs centaines de bâtiments de surface et sous-marins mobilisés dans le Pacifique, en Arctique, en Caspienne, en Baltique, mais également en Méditerranée. Il y a quelques bâtiments chinois qui participent également. Mais le sujet, effectivement, dont on parle le plus aujourd'hui et dont on devrait parler dans les semaines à venir, c'est celui des missiles occidentaux à longue portée, de l'éventuelle autorisation qui serait donnée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, peut-être la France. L'Allemagne, non, ça a été tranché par Scholz il y a quelques semaines et il a réitéré sa position. Il y a une demande très insistante et de plus en plus insistante des autorités ukrainiennes, alors que dans la région de Koursk, les choses semblent se dégrader pour l'armée ukrainienne. L'armée russe a lancé une offensive. Par ailleurs, dans le Donbass, le grignotage russe s'accélère. Pourquoi? Parce qu'on l'avait dit, même de façon un peu elliptique, mais l'objectif ukrainien qui était, semble-t-il, de faire dégarnir le front du Donbass, eh bien, n'a pas été atteint. Eh bien, dans ce contexte-là, et par ailleurs de poursuite des frappes russes sur les infrastructures énergétiques, notamment en Ukraine, eh bien, Kiev demande avec insistance aux Américains, aux Britanniques et aux autres de les autoriser à frapper dans la profondeur en Russie et pas seulement dans la zone frontalière, comme c'est le cas jusqu'à présent, ou en Crimée, territoire qui, je le rappelle, dont l'appartenance à la Russie n'est pas reconnue par les Occidentaux. Alors,
comment réagit-on d'abord, où en est-on dans ce dossier? Comment réagit-on en Russie? Et pourquoi maintenant, au-delà de ce que je viens de dire? Euh, les Américains sont assez partagés. Les Américains sont partagés, notamment les militaires américains, la CIA, qui estiment d'une part que ça n'aura pas beaucoup d'utilité militaire parce que les Russes ont réagencé d'ores et déjà en fonction de ces frappes anticipées par la Russie leur dispositif et que par ailleurs, il y a un vrai risque d'escalade. L'escalade, la Russie en parle. Elle en parle également à travers la révision annoncée de sa doctrine nucléaire. Et puis, l'autre facteur qui a servi de déclencheur ou de prétexte, en tout cas qui remet sur la table aujourd'hui le sujet de l'autorisation occidentale à l'utilisation de missiles à longue portée, c'est celui des livraisons par l'Iran de missiles. Alors, pas de missiles à longue portée pour le coup, c'est plutôt des missiles à courte portée, pour autant qu'on puisse le savoir. Et si on croit la presse américaine, il s'agirait de missiles d'une portée de 120 km. On parle de 200 unités qui pourraient être suivies par d'autres. Pourquoi c'est intéressant pour la Russie? La Russie, aujourd'hui, quand elle veut frapper, y compris à proximité de la ligne de front, par des missiles balistiques, elle le fait avec des Iskander, qui sont des systèmes précis, redoutables, mais qui valent assez cher et qui ont une portée plus longue. Et donc, on peut penser que l'avantage pour la Russie, le cas échéant, encore une fois, si ça se confirme, ce serait de ne plus avoir à utiliser des Iskander pour frapper dans la zone, juste derrière la ligne de front, et qu'elle pourrait économiser, entre guillemets, ses systèmes les plus performants au point de vue tactique pour des frappes plus lointaines. Voilà ce que je pouvais dire, Président, de l'actualité russe de la semaine. Ben, merci beaucoup, c'était déjà très très complet. Alors on a beaucoup de questions, mais tu en as déjà vu beaucoup, beaucoup. On a une question notamment avec l'Abkhazie, mais sur la Géorgie. Il va y avoir des élections bientôt. Est-ce qu'une victoire du rêve géorgien aurait des conséquences, notamment pour tous les Russes immigrés en Géorgie? Je ne crois pas. Alors, il faut rappeler qu'il y aura effectivement des élections législatives en octobre, comme d'ailleurs en Moldavie, deux pays qui sont très surveillés parce que convoités à la fois par les Russes et par les Occidentaux. S'agissant de la Géorgie, bon, si l'on en croit les sondages et la tendance, le plus probable, c'est que le parti au pouvoir, il reste. Entre termes, qu'il n'y ait pas d'alternance ou de rupture. Alors, ce pouvoir, il est qualifié de pro-russe par les Occidentaux, par la grande presse, entre guillemets, occidentale. Les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Disons il n'est plus strictement aligné sur les États-Unis et sur l'Union européenne. Il regarde de côté russe, mais surtout, en réalité, côté chinois. Voilà, donc il y a une forme de multivectorialité qui surprend en Occident parce que, encore une fois, elle tranche par rapport à la ligne précédente et la ligne Saakashvili en particulier, et elle nous paraît d'autant plus incompréhensible qu'il y a eu une guerre entre la Russie et la Géorgie il y a une quinzaine d'années, à l'été 2008. Alors, est-ce que ça va changer les choses pour les Russes installés là-bas, qui sont plusieurs dizaines de milliers? Je ne crois pas, non, au contraire, on est plutôt dans une logique de continuité. Alors, pour revenir sur le début de ton intervention avec le prix du baril et ce que je disais au départ avec l'élection américaine, il y avait justement l'intervention récente de Trump qui disait qu'il n'aura aucun problème à mettre Poutine et la Russie à genoux en faisant tomber le baril à moins de 40 dollars. Est-ce que ça te semble réaliste ou est-ce que c'est simplement une habituelle position de matamor de notre ami Trump? Alors, il y a deux points. D'abord, ce ne sont pas les États-Unis qui font les prix du pétrole. Les États-Unis sont un acteur important du marché pétrolier, dans le sens où, depuis quelques années, ils n'importent pratiquement plus voilà, de pétrole. Ils sont autosuffisants, voire ils exportent. Ce qui n'était pas le cas de l'époque des années Reagan à laquelle fait référence Trump. En fait, le précédent évoqué, ou plutôt auquel il pense probablement, c'est celui des années 86-87. Les difficultés économiques de l'URSS à l'époque de la perestroïka provenaient en grande partie effectivement de l'effondrement des prix du pétrole
Et ça résultait effectivement, dans une certaine mesure en tout cas, d'un arrangement avec les Saoudiens. Je rappelle qu'à l'époque, l'URSS était en guerre en Afghanistan, que les Saoudiens étaient très impliqués, de même que les Américains, contre l'URSS. Et ça faisait partie de la grande stratégie occidentale et américaine en particulier pour affaiblir l'URSS. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé. L'Arabie Saoudite n'est plus aux ordres des États-Unis. C'est ça qui est le grand basculement. On va pas refaire l'histoire du 11 septembre, comment ça a été géré, mais aujourd'hui, et Biden en a fait l'expérience, lorsque les États-Unis demandent aux Saoudiens d'ouvrir les vannes, en tout cas, c'était non il y a 2 ans. Alors est-ce que demain ce sera oui pour Trump s'il est élu? C'est pas sûr du tout. Ce qui est nouveau aussi, c'est que la Russie, si elle n'est pas membre de droit de l'OPEP, coordonne sa politique avec cette organisation. Et elle le fait de façon intelligente, constante depuis 2016, et ça tient. Donc, est-ce que demain, si Trump arrive au pouvoir, il peut dire je vais faire baisser les prix, ou est-ce qu'il peut organiser quelque chose qui irait en ce sens? C'est très douteux en réalité. D'ailleurs, il ne l'a pas fait entre 2016 et 2020, il n'en a pas été capable. Donc, ça relève plutôt de la fanfaronnade. Mais, et là j'en viens à la question que tu veux me poser, je le sais, sur Trump, Harris et le Kremlin, c'est le genre de déclaration qui, en réalité, donne du crédit à ce qui est, à mon avis, trop facilement considéré en Occident comme une plaisanterie, voire comme du trolling, comme on dit en bon français, lorsque Poutine dit soutenir Harris. Et je vais faire un peu de pub personnelle. J'ai écrit pour la RTBF, donc la holding de télévision et radio belge francophone, une chronique sur le sujet, pas plus tard qu'avant-hier. Cette chronique s'intitule Trump-Harris, blanc bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet pour le Kremlin. Je pense que c'est un peu ça en réalité. Est-ce que quand Poutine dit dès le mois de février, à propos de Biden, certes, et non pas à propos de Mme Harris, que il est plus expérimenté et plus prévisible. Je crois que le caractère prévisible est très important pour Poutine, qui, contrairement à une idée reçue, déteste le risque, même si parfois il en fait prendre à son pays. Euh, et à l'inverse, ces possibles embardées stratégiques d'une éventuelle administration de Trump, ça peut être inquiétant. Parce que, certes, côté Trump, il y a cette volonté réitérée de faire un deal avec la Russie, il y a toute la rhétorique du vice-président possible, M. Vance sur l'Ukraine, qui est très sceptique. Mais il y a aussi des gens comme Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, qui met sur la table, alors qui aujourd'hui est un lobbyiste de l'Ukraine, mais qui met sur la table un plan à 500 milliards pour soutenir l'Ukraine. Trump qui parle d'effondrement de prix du pétrole. Et donc les Russes se disent, mais effectivement, potentiellement, ça peut faire turbuler le monde occidental, et ça c'est plutôt bon à prendre pour le Kremlin. Quand l'OTAN va mal, quand les Européens se méfient des Américains, c'est du pain béni, évidemment. Mais de notre côté, il peut y avoir comme ça des pulsions néo-réganiennes fort dommageables potentiellement pour les intérêts russes. Donc je pense qu'en réalité, les Russes vont regarder ça d'assez loin, alors attentivement, mais de façon beaucoup plus passive qu'on ne le pense, et qu'il n'y a pas de, de bons présidents américains pour la Russie d'aujourd'hui, en réalité. En tout cas, les deux sont porteurs de risques, différents, mais bien réels. Bien, je pense que tout le monde va se précipiter sur ton article pour l'RTBF. C'est aussi l'occasion de saluer d'ailleurs l'arrivée à Moscou du nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique, et dont je sais de source sûre qu'il est notre fidèle auditeur depuis son arrivée. Donc à travers lui, nous saluons tous nos éditeurs belges qui sont assez nombreux. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour. Dernier point peut-être, parce que ça inquiète nos amis qui sont dans tout ce qui est IT, Google et compagnie, les restrictions, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'apparemment, à partir du 1er octobre, ils n'ont plus le droit de... Oui, il y a eu alors effectivement des annonces de Google sur l'accès à certains services, du cloud, comme on dit en bon français. Alors, tout ça était quand même assez prévisible, assez prévu, pour autant que si on parle bien de la même chose. Mais effectivement, ça fait partie
mais des entraves, des contrariétés qui seront vraisemblablement contournées par nos amis russes. Voilà, là, ce sera une vraie rechute pour le coup, hein. L'utilisation de soft hors licence, piraté, bon, c'est des choses qui étaient très largement pratiquées dans les années 90, 2000. Les choses s'étaient normalisées, mais je pense que ça révèle plus une rechute qu'un problème technique, en réalité. On va retourner dans le parc de Philly comme il y a 20 ans pour acheter des CD-ROM avec des logiciels piratés. Des cassettes. Bien, merci infiniment Arnaud pour tous ces points. Merci à tous nos auditeurs de leur fidélité. Toutes les questions qui arrivent nombreuses et auxquelles on essaie de répondre. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le 211e briefing, dont je ne serai pas là, parce que je serai en France. Mais bon, il y a des gens pour tenir la boutique, ce sera Il très paraît bien qu'il y a comme une ça, vie sans président, mais paraît-il. on va voir. Paraît-il, il y en a une sans gouvernement, mais bon, sans président, je vous laisse voir. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés et vous souhaite de tenir bon.